avec vous l'écran sur la diaporama sur l'externalisation, le phénomène d'externalisation au sein de la supply chain et qui a quand même, je dirais, connu un développement plus que spectaculaire un peu partout dans le monde. Et maintenant, la prestation logistique est devenue un métier à part entière. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le phénomène d'externalisation et plutôt de prestation logistique qui, comme je disais il y a un instant, a connu des montées en puissance assez importantes pour même aller jusqu'à prendre des séquences qui étaient jadis dans le cycle de fabrication pour les externaliser vers les cycles de logistique. Nous allons voir tout ça ensemble. Bien. Alors, pourquoi l'externalisation? L'externalisation, ça fait partie aussi du développement de la spécialisation. Puisqu'il y a des spécialistes en face, l'entreprise aura tendance, n'est-ce pas, à vouloir externaliser si elle juge, bien entendu, l'opportunité de faire ou de ne pas faire, en tout cas, d'arbitrer, de décider. Donc, il y a des spécialistes qui peuvent vous dessaisir, en tout cas, pour, bien entendu, un service et une qualité attendue, exprimée et acceptée au sein d'un cahier de charge. Donc, pouvoir, n'est-ce pas, j'allais dire, attendez que j'admette vos collègues. Voilà. Bien, alors, je disais donc que les entreprises, puisqu'il y a une offre, eh ben, il y a forcément une demande. L'offre crée sa propre demande, comme dirait l'économiste Jean-Baptiste Say déjà depuis plusieurs siècles. Et puis, c'est une forme de division de travail qui est en rapport avec la spécialisation. Donc, en fait, quand je dis externalisation, c'est finalement la même chose que la prestation de logistique. L'entreprise externalise et le prestataire offre. Donc, en fait, c'est une rencontre entre l'offre et la demande. Bien entendu, je l'ai annoncé également la dernière fois, l'externalisation comporte des risques. On le verra après. C'est pas évident parce que l'entreprise risque de perdre des choses. Elle en gagne très certainement, mais elle peut en perdre également. Bien. Alors, disons, nous avons des niveaux d'externalisation, mais aussi des niveaux de prestation qui sont sous forme d'une pyramide à partir du simple vers le complexe. On a le First Party Logistics, ce qu'on appelle le MPL, jusqu'à une offre beaucoup plus évoluée, beaucoup plus riche, n'est-ce pas, qui est autour du 5PL. Et nous avons devant nous là un schéma relativement simple, on va le détailler par la suite, qui part du First Party Logistics vers le 5e niveau. Alors, ceci traduit quoi? Il traduit, il est vrai, des services de plus en plus à valeur ajoutée, n'est-ce pas? Donc, il y a une création de la valeur derrière. Il y a, je dirais, une sophisticité donc de l'offre et qui, en parallèle, traduit vis-à-vis de l'entreprise un degré d'externalisation relativement élevé. Maintenant, comme vous pouvez le savoir, de nombreuses entreprises externalisent la phase de production, ce qui était quand même le cœur de métier de nombreuses, j'allais dire, entreprises industrielles. Externaliser la production, cela revient à dire que l'entreprise va rechercher, généralement, un peu c'est la tendance en Chine, pour voir une entreprise chinoise qui va fabriquer pour elle le produit. Nike, par exemple, le célèbre, je dirais, fabricant de chaussures de sport, eh ben, il externalise quasiment toute sa production. Il a des usines, je crois, aux États-Unis, mais le reste est fait en Chine. Donc, une externalisation non seulement d'activités accessoires ou activités annexes, mais le cœur de métier quasiment.
Bien entendu, même Apple, il fait la même chose en grande partie. Bon, même si l'assemblage pourrait se faire ici et là aux USA. Alors, donc, je disais qu'il y a effectivement une montée en puissance de l'externalisation, une montée en puissance de l'offre logistique. Nous allons maintenant voir un peu dans le détail cette pyramide-là, du simple vers le complexe. Alors, juste pour rappeler le schéma et puis aller plus dans le détail par la suite. Donc, le MPL, c'est en fait un niveau où on fait uniquement de l'externalisation du transport ou en tout cas un transporteur qui offre uniquement du transport. Et puis on rajoute le stockage au niveau de 2PL. Là, c'est un schéma. En fait, c'est beaucoup plus nuancé et beaucoup plus, je dirais, plus fin que ça en réalité. Donc le 2PL, c'est transport avec des moyens de stockage que l'on offre en tant que prestataire. Le 3PL, il offre le transport, le stockage, mais aussi la préparation de commandes au profit des clients, de ses clients. Le 4PL, il fait la même chose, transport, stockage, préparation de commandes, pardon, et puis il coordonne les flux. Donc, déjà, à partir de là, on commence à faire de la supply chain. Euh, on commence à le faire à partir du 3PL. Un 3PL fait aussi de la gestion je dirais, de la maîtrise de la supply chain pour le compte des clients. Mais en 4PL, on le fait, c'est le cœur de métier en quelque sorte du 4PL. Le 5PL, il fait exactement la même chose que le 4PL, sauf que il propose une automatisation des flux sous forme de logiciels, des moyens informatiques, des solutions propres qui peuvent être une solution qui inclut et le système d'information et le système robotisé et tout ça. En tout cas, le concevoir, pas forcément le fabriquer lui-même, mais en tout cas, le proposer. Nous allons voir maintenant un peu plus dans le détail ces niveaux-là et puis notamment les calculs des prestations. Parce que derrière, il y a un coût, donc il y a un prix. Alors, le First Party Logistics, qui est le 1PL, si l'on regarde ceci du point de vue de l'entreprise, cela voudrait dire une entreprise industrielle, j'entends. Si elle fait du 1PL, ça veut dire qu'elle externalise tout le temps son transport. Donc, elle n'a pas de parc ou de flotte de véhicules. Donc, ponctuellement, ce n'est pas véritablement de l'externalisation, mais quand elle fait ça d'une manière régulière, ça veut dire qu'elle a une externalisation first party logistics. Et si l'on regarde ça du point de vue du prestataire qui peut être un transporteur, un PL qui peut être un 3PL, ce qu'il va offrir à ces entreprises-là qui ont besoin de transport, il met à leur disposition des flottes de véhicules avec chauffeurs, etc. Et puis, il a une feuille de route pour ramener telle marchandise d'un point à un autre. C'est ça le transport, de la définition de transport. C'est le déplacement d'objets physiques d'un point A vers un point B, moyennant un moyen de transport, bien entendu. Bon, on rentre également en ligne de compte les infrastructures, quelques caractéristiques, il faut que la distance soit plus ou moins longue, etc. Parce que si la distance est relativement courte, vous travaillez sur le même lieu, ça devient de la manutention, ce n'est plus de transport. Il faut que la distance soit relativement longue, y compris en termes de déplacement d'objets physiques, parce qu'on peut déplacer des fonds, donc de l'argent, on peut déplacer, entre guillemets, de l'information, mais ce n'est plus du transport, c'est du transfert. On transfère des fonds, on transfère des données. On ne va pas dire je viens de transporter des données, ça ne marche pas, il faut que ça soit physique. Là, c'était juste une précision dans le sens où donc l'entreprise First Party Logistics, c'est un simple transporteur qui offre ses services aux entreprises. Comment il se fait payer? En tout cas, comment facture-t-il ses prestations? C'est généralement par rapport au tonnage, donc quel type de camion? Un camion de 10 tonnes ou un camion de 20 tonnes ou de 36 tonnes. Donc, c'est en fonction du tonnage. Ça peut être aussi en fonction du kilométrage. Ça peut être en fonction des deux, ce qu'on appelle la TK, la tonne kilomètre, qui est ici. De toute manière, j'ai prévu pour vous un exercice d'application que l'on va faire dès qu'on est en présentiel à partir du mois prochain
pour justement calculer les coûts de transport, les coûts de manutention, les coûts de mise à disposition, les coûts d'attente, etc., pour pouvoir calculer ces coûts logistiques, y compris le coût de transport. Je disais donc que le first party logistique se fait payer, en tout cas même le contrat qui est signé entre l'entreprise et le transporteur va identifier sur quelle base on va être payé. D'ailleurs, on va voir dans les exercices à venir que on peut effectivement choisir entre, par exemple, vous êtes une entreprise industrielle, vous l'externalisez, ben, vous allez faire appel à un transporteur, pas un seul. Vous allez lancer un appel d'offres. Vous allez recevoir des offres des transporteurs MPL et vous allez voir est-ce que c'est intéressant pour vous d'externaliser ou pas au regard de ce que ça vous coûte, vous, en tant que in-house activity. Donc, calculez votre propre coût et puis comparer avec les autres et éventuellement voir le moins cher ou le plus performant, le mieux disant, comme on dit dans le jargon algérien en termes de choix de prestataire. Donc, le mieux disant, celui qui offre les meilleurs coûts, les meilleurs prix, mais en même temps la meilleure qualité de service, en tout cas une forme de garantie, etc. Donc, nous allons, au travers d'un exercice d'application, regarder tout ça et puis vous allez pouvoir être en mesure de choisir un prestataire FirstPL, un PL en fonction des coûts offerts. Et vous allez trouver justement, nous allons travailler ensemble pour justement identifier comment sont calculés les coûts. Est-ce que c'est en fonction des volumes? Est-ce qu'en fonction du kilométrage? Est-ce qu'en fonction de la mise à disposition? Parce qu'il y a aussi cette formule, ou en fonction de la TK. Juste une précision, c'est quoi une TK? TK, ça veut dire tonnes kilomètres. En fait, c'est un indicateur de production de volume dans les transports. Parce que dans le transport, on produit deux choses. On produit le poids qui est déplacé et on produit la distance sur laquelle s'est déplacée cette tonne. Donc, si on met le kilomètre conjugué avec le tonnage, on obtient la TK. Donc, en fait, une TK, c'est quoi? C'est une tonne transportée sur un kilomètre. Donc, en d'autres termes, combien de fois j'ai transporté une tonne sur un kilomètre? Et ça devient un indicateur qui a les deux dimensions. Il a deux dimensions, le tonnage et le kilométrage. Et on va apprendre par la suite comment calculer les TK et comment, justement, en termes de suivi de son activité, on peut comparer les activités, on peut comparer les opérations, hein, comment on calcule le coût d'une opération, quel est le volume de production. Parce que c'est un service, hein, on n'oublie pas que le transport est un service. Donc, il n'y a pas de transformation physique d'un produit. Donc, un service qui produit quoi? Ben, qui produit autant de fois de TK, de tonnes kilomètres. On regardera cela par la suite. Bien, donc, le MPL, ou le First Party Logistics, c'est du transport simple. Hein, on peut faire de la manutention avec ou pas. On peut offrir ça. Je veux dire, la manutention, elle est un peu forcément existante puisque quand on monte la marchandise de la palette sur le totliner, le camion que vous avez devant vous, même si on l'appelle le camion-train, parce qu'il a plusieurs, si vous voulez, compartiments, des remorques assez longues. Donc, quand on monte la marchandise sur le camion, on appelle ça de la manutention. Quand on fait descendre le camion du camion, c'est le déchargement, c'est de la manutention. Donc, là, la manutention, c'est cette opération qui s'intercale entre le stockage et le chargement du camion. Donc, on manipule, si vous voulez, des marchandises. Ben, on va calculer combien coûte l'opération de chargement et de déchargement, que parfois on appelle le coût de fourche, quand il s'agit de palettes ou quand il s'agit de conteneurs. On verra ça. Ça, c'est le premier niveau. Vous me suivez, ça va? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Oui, Oui, monsieur. monsieur. Oui. Parfait. Voyons maintenant le deuxième stade, qui est, alors, qui est Second Party Logistics. Eh ben, là, on a un transporteur, mais qui offre en plus du stockage, de l'entreposage.
L'entreposage, il y a le mot entrepôt à l'intérieur, donc il a des capacités de stockage qu'il est en mesure d'offrir. Ces capacités de stockage peuvent être, entre guillemets, comme vous le voyez sur la photo, des conteneurs avec une aire de stockage des conteneurs qui peut être un port sec, etc. Ça, c'est du stockage aussi. L'avantage ici, c'est que les marchandises sont déjà dans les conteneurs, protégées et tout. Ça peut être des entrepôts sous douane quand la marchandise n'est pas encore détaxée, etc. Mais il est également possible pour un second party logistique, un 2PL, d'offrir des moyens de stockage à l'abri à l'intérieur d'un entrepôt et non pas un stockage de masse, parce que là, on appelle un stockage de masse. Vous n'avez qu'à mettre les conteneurs les uns sur les autres, qu'on appelle le gerbage. Donc, quand on met des conteneurs les uns sur les autres, on appelle cette opération le gerbage. Et vous voyez là un moyen de manutention relativement flexible qu'on appelle le reach staker. Donc, reach staker qui permet de mettre les uns sur les autres, en tout cas de manipuler les conteneurs sur des niveaux en termes de gerbage. Vous voyez, il y a 5 conteneurs. Généralement, bon, quand on manipule, il y a une capacité maximale du reach staker qui peut, par exemple, faire monter jusqu'au 5e niveau des conteneurs vides et qui peut jusqu'au 3e niveau avec des conteneurs chargés. Mais en tout cas, c'est en fonction du modèle, vous l'avez compris. Les reach Monsieur, staker, il y a j'ai une plusieurs question. modèles. Il y en a qui sont qui ont plus de capacité que d'autres. Et ce, au même titre même des grues et des moyens de manutention que l'on retrouve à l'intérieur de l'entrepôt, qui sont des grues, des transpalettes, etc. Pardon, Alors, monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. vous avez une question? Oui. Allez-y. Alors, si elle a des capacités de stockage, pourquoi elle va sous-traiter l'entreposage? En fait, si on a, vous voulez dire du point de vue de l'entreprise, c'est ça? Oui, oui. En fait, une entreprise, elle peut se dessaisir de l'activité de transport, elle fait du transport. Donc, elle demande à un transporteur de faire ça à sa place. Elle peut se dessaisir de l'opération de stockage, elle va demander un 2PL pour stocker de la marchandise à sa place. D'accord? Qu'elle va par Ah, là d'accord. utiliser en fonction du rythme de production ou de fabrication. Elle peut dire, je loue un entrepôt à Skikda ou à Annaba. Quand la marchandise arrive de l'étranger, je la stocke à Skikda. Et puis, en fonction de mes besoins, je vais ramener par camion des quantités économiques, un conteneur, 2 conteneurs, 2 palettes, 20 palettes, en fonction du type de stockage pour lequel elle a opté. Est-ce que c'est des entrepôts fermés qu'elle gère elle-même avec ses propres gardiens, si vous voulez, ou on va le voir après dans le 3PL, elle va demander au prestataire logistique de gérer le transport pour elle en dépotant en vidant si vous voulez, parce que quand on vide un conteneur, on appelle ça le dépotage, ou en dépotant une palette, c'est-à-dire on ouvre une palette et on prend et on recueille les produits. Donc on va voir ça, comment que ça se passe. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, à moins que je l'ai mal comprise. Monsieur, j'ai une question, si vous le permettez. Euh, Euh, d'accord, juste une seconde, je vous donne la parole, c'est d'accord. juste pour m'assurer avec votre collègue, est-ce que j'ai bien compris la question, est-ce que j'ai bien répondu? Sinon, il la reformule, hein. Monsieur, vous avez répondu par rapport à sur la perspective à une entreprise qui fait les deux PL avec. Mais pour une entreprise, par exemple, elle va faire recours à une autre Pardon, entreprise il y qui a un fait les retour deux de PL. son, il y a un retour de son, ça serait bien que votre collègue, je pense que c'est Sheima qui devrait peut-être fermer le microphone en attendant que son collègue termine. Merci Sheima. تفضل, c'était Abdelrahman, me semble-t-il. Non, 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 c'est Nader Ben Asman. Ben, Je Ben Asman, disais, تفضل Ben Asman. je disais que vous avez répondu d'un point de vue d'une entreprise qui fait les deux PL. Donc, elle fait le stockage, elle fait l'entreposage pour une autre entreprise, c'est ça? Pour plusieurs entreprises, elle a plusieurs clients. Ah, d'accord. D'accord, donc j'ai bien compris. C'est clair Euh, maintenant? Oui, oui, merci.
D'accord. Monsieur, Alors, Shaima, me semble-t-il, a demandé la parole. euh, c'est moi qui avais demandé, Ah, c'est si je pouvais vous poser une Yasmine question. Iman. Tfadli Oui, Belaifa. merci. Là, on dit que dans le 2PL, l'entreprise avec laquelle on sous-traite, لازم تكون elle se charge du transport et aussi du stockage. Mais est-ce qu'elle doit être la même? C'est-à-dire une entreprise, moi je suis en entreprise et je sous-traite avec une seulement qui fait les deux. Ou bien est-ce que je peux c'est-à-dire, faire le transport avec une et sous-traiter le stockage avec une autre et ça restera toujours dans le 2PL? D'accord, d'accord. En fait, une entreprise industrielle peut choisir pour le transport une entreprise prestataire de services qui fait que le transport et elle peut sous-traiter l'entreposage avec une entreprise qui propose le transport et le stockage ou le stockage tout seul ou le stockage uniquement. Donc, Oui, quand on voit du point de vue de notre entreprise industrielle, on est en train d'externaliser et l'activité de transport et l'activité de stockage. Et si l'on voit les choses du point de vue du prestataire logistique, on peut retrouver le cas où un prestataire logistique fait uniquement du transport stricto sensu, qui est uniquement du transport. Et s'il monte j'allais dire en cadence logistique, il devient un prestataire logistique. Il passe au 2PL uniquement quand il va pouvoir proposer à ses clients et le transport et le stockage en même temps. Donc, il devient un prestataire de PL. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, oui, oui. Non, n'hésitez pas à reposer votre question, à réagir. En fait, ma question c'était plutôt est-ce que ça restera toujours dans le 2PL si je suis une entreprise industrielle et je fais mon stockage chez une et mon transport chez une autre. C'est-à-dire j'ai deux partenaires ou deux euh, avec qui je soustrais. C'est ça. D'accord, d'accord. Alors, j'ai bien dit que en fait, l'externalisation est l'autre facette de la prestation logistique. Quand je dis Oui, prestation logistique, ça veut dire c'est une entreprise qui propose que des services logistiques. D'accord? oui, Si je dis externalisation, je ne parle plus du prestataire logistique, je suis en train de parler des clients. Je parle des entreprises industrielles qui externalisent quelques activités, qui peuvent être des activités logistiques liées au transport et au stockage, et qui peuvent être même des activités liées à la fabrication et au phénomène de production. Vous voyez ce que je veux dire? oui. Bien, maintenant, quand je dis un PL et deux PL, pour simplifier les choses, on va dire que cette dénomination concerne uniquement les prestataires logistiques, d'accord? Pour ne pas D'accord, à chaque fois dire j'externalise 2 PL ou j'externalise 3 PL, pour simplifier. d'accord, Alors que d'un point de vue sémantique, ça marche. Mais pour que ça soit simple dans votre conception, quand je dis un PL ou 2 PL, sachez que je parle du prestataire logistique qui offre, dans ce cas de figure, et le transport d'accord, d'accord. et des capacités de stockage. Il peut proposer à ses clients un stockage. D'accord? Oui, totalement, merci. OK, on l'appelle donc un 2PL. Alors, généralement, vous savez, si l'on revoit un peu l'évolution de la prestation logistique, de nombreux transporteurs, qui étaient avant que des transporteurs, sont devenus des prestataires logistiques parce qu'ils ont commencé à offrir à chaque fois une nouvelle couche, hein, n'est-ce pas, à leurs clients. Quand ils ont commencé à offrir des capacités de stockage, soit sous entrepôt fermé ou un stockage de masse, c'est-à-dire à l'extérieur, comme c'est le cas, même s'il existe du stockage de masse à l'intérieur de l'entrepôt, quand on entasse les marchandises les unes sur les autres et non pas sur un palettier, on appelle ça stockage de masse aussi. Donc, ces transporteurs sont devenus des prestataires logistiques uniquement quand ils ont commencé à proposer des capacités de stockage à leurs clients. Et vous allez voir, quand on passe à 3PL, ils vont proposer encore des choses encore plus complexes, encore de la valeur ajoutée à leurs clients. D'accord? Oui, oui, merci. OK. Alors, la question que l'on se pose maintenant, comment se fait la facturation ou l'indemnité dans le cadre de PL? Quelqu'un qui vous offre le transport et l'entreposage.
Alors, pour le transport, on sait déjà. C'était les volumes, le kilométrage ou la tonne kilomètre. On est d'accord? Oui, monsieur. Oui. Maintenant, on va rajouter dans notre facture l'aspect stockage. Comment il est calculé? Alors, il y a deux parties dans le calcul du coût d'entreposage. Il y a l'entreposage, bien sûr, on peut entreposer des palettes ou on peut entreposer des conteneurs. C'est la même chose. Alors, vous avez deux parties de coût. Vous avez le coût qui concerne la manutention de la palette ou du conteneur qu'on va calculer. D'accord? Et on va rajouter à ça le prix du stockage de la palette ou du conteneur, qui est une sorte de loyer. D'accord? Donc, vous allez entreposer votre marchandise dans un conteneur ou dans une palette au sein d'un entrepôt. Vous allez payer la manutention, c'est-à-dire lorsqu'on la déplace, plus le coût du séjour, voilà, du séjour de votre marchandise, soit dans le conteneur ou dans la palette. Donc, quand on fait le total de ces deux-là, on obtient un coût, le coût de l'entreposage. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'aspect manutention de la palette ou du conteneur, qu'on appelle aussi dans le jargon logistique le coup de fourche. D'accord? C'est comme ramasser de la paille et une fourche, d'accord? On donne un petit coup pour mettre le conteneur sur un autre ou pour faire descendre le conteneur pour le mettre sur le camion. On appelle ça un coup de fourche. Donc, vous devez payer pour ça. D'accord? Et puis, un loyer par palette, par mois, par jour. Bon, généralement, donc, quand on rencontre un peu au niveau des ports ou un prestataire logistique, quelqu'un qui peut vous offrir une franchise de 2 jours ou de 15 jours, il vous dit ça, c'est gratuit, mais à partir d'un certain nombre de jours, vous allez pouvoir payer. Généralement, c'est les ports qui le font. Et puis, même les ports secs également offrent ce type d'opération. Mais quand vous êtes sur un entrepôt, quelqu'un qui est un prestataire logistique qui offre, qui est indépendant, disons, du port, ou en tout cas, il est en arrière-pays, en interland, comme on dit, ben, il va vous facturer le nombre de séjours de votre palette si vous avez demandé à stocker un nombre donné de palettes, par une trentaine, une centaine ou que sais-je encore de palettes, et ben vous calculez le nombre de jours que votre palette a séjourné. Vous avez un petit exemple ici pour calculer le coût de stockage de 100 palettes pendant 3 mois sans rotation, c'est-à-dire elles sont entreposées sans qu'on les manipule. Bon, c'est assez simple. On calcule la première partie du coût qui est le nombre de fois, puisqu'il n'y a pas de rotation pendant les 3 mois. Donc, combien de fois on les a manipulés, multiplié par le coût de l'entrée ou de la sortie, donc le coût de fourche, auquel on rajoute le coût de nombre de séjours, et on obtient à la fin, par exemple, dans ce cas de figure, 3 100 € pour les 100 palettes. Donc, on a un prix de revient de la palette qui est de 10 €. Voilà, c'est assez simple, là. C'est un calcul que n'importe qui pourrait faire. Donc, vous avez deux types de coûts. Le coût de manutention de la palette ou du conteneur, qu'on appelle le coût de fourche, plus le coût du séjour, du nombre de séjours de la palette ou du conteneur. Et il va y avoir moins d'1 minute, ça va couper. Donc, on va reprendre juste après 5 minutes. Donc, il serait intéressant de faire notre pause pendant les périodes de coupure de la plateforme Zoom. D'accord? Ça vous va? Oui, monsieur. Oui. On fera 5-10 minutes maximum entre les deux. Et puis, comme ça, on aura terminé au bout de peut-être 3 séances de connexion. Donc, ça va couper. Donc, on se voit juste après. D'accord? D'accord. D'accord, monsieur. OK, à tout de suite.